Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire qui s'appelle Comment se mettre en conformité par rapport au décret tertiaire. Je suis avec trois spécialistes, Aubéry, Stéphane et Laurent, qui auront le plaisir de se présenter tout à l'heure. Moi, je m'occupe de la partie technique, donc je vais faire en sorte que le webinaire se passe dans de bonnes conditions. Si vous avez des problèmes de connexion et autres, vous pouvez directement me le dire dans la partie de chat qui se situe en bas à droite. Ce sera aussi à ce niveau-là où vous pourrez poser vos questions, auxquelles nous répondrons, si possible, à la fin de ce webinaire. Nous avons un webinaire qui est assez conséquent, car nous avons beaucoup de contenu à vous apporter. Vous aurez le droit à un replay de ce webinaire dans les 24 heures. Et si malgré tout, il y a des questions auxquelles vous avez besoin d'avoir des informations, posez-les. Si nous pouvons les répondre pendant le webinaire, ça sera parfait. Sinon, on se permettra de revenir vers vous un petit peu plus tard. Sur ces paroles, je donne la main à Aubéry. Bonjour à tous, donc moi je suis Aubéry Chauvin, je suis chez Citron depuis bientôt 2 ans maintenant et je m'occupe de toute la partie communication et marketing. Donc je m'occupe d'organiser et de créer le contenu pour toutes les conférences et les webinaires qu'on fait sur le sujet du décret tertiaire. Si vous nous connaissez, vous savez qu'on en fait quelques-uns. On fait également différents contenus, différents articles dont je m'occupe également. Voilà, donc je m'occupe en partie de tous ces sujets-là chez Citron. Et Citron, donc pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc on est une entreprise qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. On est désormais 70 salariés, on a vocation à grandir encore d'ici la fin de l'année. On est membre de la French Tech et en fait, on œuvre pour la transition énergétique en améliorant en fait la performance énergétique des bâtiments en France. Donc, on travaille avec différentes collectivités, différentes entreprises, également des bailleurs sociaux, et on les aide donc à optimiser leur performance énergétique pour répondre à des problématiques environnementales, bien sûr, et également à des problématiques réglementaires, comme le décret tertiaire, dont on va parler longuement aujourd'hui. Donc, pour justement améliorer la performance énergétique, on a 2 offres différentes mais complémentaires. Donc, tout d'abord, une plateforme IoT Big Data qui vient collecter toutes les données inhérentes à un bâtiment et également tout ce qui concerne les données météorologiques. Donc, on vient tout collecter, tout est centralisé sur la plateforme pour pouvoir suivre justement toutes les consommations d'un bâtiment. Et donc, parallèlement à cette plateforme, on a également des ingénieurs, donc des energy managers et des ingénieurs conseils qui vont réaliser tout type de prestations, donc du conseil en energy management, des audits énergétiques instrumentés et également donc un accompagnement spécifique pour le décret tertiaire afin de pouvoir définir avec tous nos clients la stratégie la plus adaptée pour optimiser les consommations énergétiques de leur parc immobilier. Merci Aubéry. Bonjour, je m'appelle Laurent Dubernay, merci d'être présent avec nous ce matin. Je suis dirigeant de la société Synergie, qui est éditeur de logiciels, et j'interviens depuis plus de 20 ans, même un peu plus, dans le domaine du retail pour aider en tout cas les groupements, les enseignes à se développer et à manager leur réseau. Synergie, quand je vous dis qu'il est éditeur de logiciels, notre métier c'est de fournir à nos clients des plateformes qui permettent de piloter tout le cycle de vie des points de vente, d'un réseau globalement, et dans cette partie points de vente, notamment tout ce qui est actif. Et donc les points sur lesquels on est vraiment sensibilisé, c'est tout ce qui pèse lourd, en tout cas dans un compte de résultat, c'est la gestion immobilière, donc le loyer, avec ses échéances et surtout ses indexations, ses renégociations. Tout ce qui est la transformation ensuite du point de vente, et on va voir le lien du coup avec Citron pour tout ce qui est projet, qui va permettre en tout cas de mettre en place une enseigne avec un concept. Et ensuite, au quotidien, l'exploitation du magasin avec sa partie technique, aussi bien le préventif, s'assurer qu'en tout cas toutes les normes sont bien respectées, et le curatif, lorsqu'il y a des choses qui tombent en panne, s'assurer qu'elles sont corrigées dans les meilleurs délais et à moindre coût. Et enfin, tout l'aspect énergétique qui va permettre en tout cas de gérer tout ce cycle de vie d'un point de vente. Et l'objectif, c'est pour vous de maximiser, en tout cas de minimiser les coûts, c'est-à-dire d'installer les meilleurs équipements qui vous permettent à la fois d'avoir un coût de run de votre magasin qui soit le plus faible possible. Et l'objectif, c'est de standardisation, en tout cas, des processus de la gestion de vos actifs qui va vous permettre, en tout cas, de piloter efficacement, en tout cas, ce réseau.
Synergie, pour vous donner un petit peu quelques chiffres également, c'est un peu plus de 300 enseignes clientes, vous en voyez une bonne partie ici, qui sont installées dans le monde entier, c'est 120 pays différents, dans 6 différentes langues, parce que la problématique du retail est un petit peu partout dans le monde la même, où pour pouvoir en fait être concurrentiel, il est très important en tout cas de piloter aussi bien son expansion, son développement de son réseau, que le pilotage au quotidien de l'ensemble des enseignes, tout ça connecté avec des ERP. Et Synergie, c'est un peu plus de 60 000 points de vente équipés de nos solutions aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis donc Stéphane Agold, associé au sein du cabinet Gouache Avocat. J'ai la chance d'animer une équipe en immobilier commercial. Notre pratique consiste à accompagner les utilisateurs de surface commerciale dans le but d'optimiser le coût de leurs emplacements. Le cabinet Gouache Avocat est un cabinet de niche, spécialisé dans le domaine de la distribution et qui a donc une équipe en immobilier commercial. Le cabinet bénéficie d'une approche scientifique, participe à l'évolution de la doctrine. Je suis moi-même auteur pour les éditions législatives. Je travaille pour le dictionnaire permanent et je suis co-auteur de l'ouvrage sur le fonds de commerce de cet éditeur. Le cabinet a l'innovation dans ses gènes. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils qui permettent à nos clients donc de travailler sur l'optimisation de leurs coûts. Un exemple, le testeur de loyers commerciaux, un outil qui nous a permis de rendre plus accessibles les valeurs locatives, un outil très intéressant puisqu'il permet aux utilisateurs de surface commerciale de régulièrement sonder leurs valeurs locatives et en période de crise, en période baissière, eh bien, ça leur permet d'obtenir des fixations à la baisse de leur loyer. Nous avons aussi un partenariat avec un cabinet de business performance, lequel nous permet de vous accompagner pour réduire le montant de vos charges. Nous accompagnons évidemment nos clients dans toutes les problématiques de leur site en matière de gestion locative, révision, renouvellement, prise à bail, acquisition ou cession de fonds de commerce. Quelques exemples sous vos yeux de nos prestations et de nos produits accessibles en ligne sur la valeur locative dont je vous ai parlé avec notre expert partenaire Colomer ou notre proposition en matière de gestion de baux. Nous utilisons la solution Synergie pour aider nos clients à gérer leur parc immobilier. Aubéry, je vais te laisser la main pour rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Alors, on va commencer par faire un rappel historique un peu du décret. Donc, excusez-nous, il y a eu un problème de mise en page au niveau de l'impression. On a un petit bug technique sur la slide, mais ça n'empêche pas de lire le contenu, heureusement. Alors, tout d'abord, donc c'est un décret en fait qui, au départ, provient d'une impulsion de l'Union européenne, avec donc le plan climat de 2008, donc adopté par l'UE, qui a posé l'objectif des 3-20, donc qui était de procéder à une réduction de 20% des réductions des émissions de gaz à effet de serre, 20% d'économie d'énergie et également introduire 20% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Donc, c'était des objectifs qui avaient été définis à ce moment-là. Ensuite, il y a eu les Grenelles de l'environnement qui ont donné lieu donc aux lois Grenelle 1 et 2. Donc, dans la première loi, on avait effectivement cet objectif de réduction de 38%, donc qui s'approche du décret tertiaire qu'on connaît aujourd'hui, qui avait un horizon 2020. Et ensuite, l'année d'après, donc la loi Grenelle 2 posait un peu justement un moyen, donc imposait des travaux d'amélioration pour les bâtiments dans un délai de 8 ans à compter de 2012. Donc voilà, il y avait un décret qui avait été annoncé justement, donc un arrêté pour vraiment donner les modalités d'application. Ensuite, il y a eu donc un grand laps de temps jusqu'à la loi Elan qui est vraiment venue poser les bases du décret qu'on connaît aujourd'hui dans son article 175, donc voilà, qui vient poser des objectifs dont on va parler plusieurs fois pendant ce webinaire, donc les objectifs de diminution
de 40% avant 2030, 50% avant 2040 et 60% avant 2050 pour tous les bâtiments tertiaires d'une surface supérieure à 1000 m². Donc, ce qu'on verra ensuite. Ensuite, donc, le décret 2019 est vraiment venu préciser le champ d'application, les objectifs, les différentes possibilités de modulation avec les dossiers techniques et également, du coup, quel type de contrôle allait s'appliquer, quel type de sanctions également, qui allait pouvoir justement être sanctionné si les objectifs n'étaient pas atteints. Et ensuite, donc, on peut voir que c'est vraiment un décret qui vit. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des nouveaux textes qui ne sont pas encore parus et c'est également des textes très récents. Il y a eu beaucoup de textes ces derniers mois. Il y a eu l'arrêté méthode de 2020 qui est encore une fois venu préciser encore des modalités d'application. Ensuite, l'arrêté valeur absolue. Donc, ces arrêtés-là sont très importants parce qu'ils viennent donner toutes les valeurs absolues par catégorie, sous-catégorie d'activité. Donc, on en reparlera par la suite, mais c'est très important dans le cadre du décret tertiaire. L'arrêté valeur absolue 1, il était venu du coup donner ces valeurs-là, ces valeurs absolues pour la partie bureau, service public et également logistique. Et on avait également donc diverses informations complémentaires. L'arrêté modificatif du 29 septembre 2021, bon, celui-ci, il n'a pas apporté beaucoup de précision. En fait, il arrivait juste à temps justement pour annoncer de manière vraiment juridique le report de la première déclaration qui avait à l'origine, qui devait avoir lieu le 30 septembre 2021. Donc là, c'est vraiment la veille de la date butoir qu'ils ont donné vraiment un cadre législatif et on a vraiment, c'était gravé dans le marbre que c'était reporté d'1 an. Et le dernier texte qui est sorti, c'est donc l'arrêté valeur absolue 2 qui est sorti le 24 avril dernier et qui est venu préciser l'intégralité de la segmentation en fait pour toutes les activités tertiaires. Donc chacune de ces catégories, sous-catégories qui découlent de la segmentation donneront lieu à des valeurs absolues qui du coup correspondent à chaque type d'activité. Voilà, je vais... Oui, petit récapitulatif donc sur les textes applicables en la matière. La loi Elan, Aubéry vous en a parlé, qui est la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018. Le décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'action de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons, ce fameux décret, le décret tertiaire. Et donc, ce décret a depuis été codifié aux articles R174-22 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Alors, faites attention car initialement, dans le décret, il est fait référence à des articles du Code de la construction qui n'existent plus et qui ont été donc modifiés et recodifiés récemment. Donc, il est préférable de travailler avec une table de concordance. Je dis ça à tous les juristes, et ceci pour leur permettre de ne pas s'y perdre. L'arrêté d'application du 10 novembre 2020 relatif aux obligations d'action et de réduction des consommations d'énergie, l'arrêté du 24 novembre 2020, le décret donc, du 30 juin 2021, donc, qui est un décret très récent également, qui a, et je vous en parlais, recodifier les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, la loi du 22 août 2021, qui est également récente et qui porte lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, et qui recodifie aussi une partie des prévisions du décret tertiaire. J'en terminerai donc en attirant votre attention sur les articles R174-22 du CCH qui définit le champ d'application, les articles R164-23 et suivants qui fixent les objectifs en la matière, les articles R174-27 à R174-30 qui précisent notamment les déclarations à effectuer auprès de la plateforme Opéra. Nous allons en parler dans les détails. Et enfin, sachez que les sanctions du non-respect des obligations
sont prévues à l'article R185-2 du Code de la construction. Nous vous avons également précisé les anciennes références du Code de la construction pour vous permettre donc de vous y retrouver. Alors ensuite, s'agissant donc vraiment du décret en très résumé, donc en une slide, avoir les principales informations. Donc le décret tertiaire, c'est donc un décret qui concerne toutes les surfaces tertiaires supérieures à 1000 m². Donc par surface tertiaire, il faut préciser que c'est la surface de plancher. Donc voilà, il y a la définition en bas à gauche de la slide, mais c'est tout ce qui fera 1,80 m ou plus sous la hauteur de plafond. Donc ça, c'est important de le préciser. Et elle concerne donc le locataire, aussi bien le locataire que le propriétaire donc, de cette surface tertiaire. Elle s'applique que ce soit un bâtiment uniquement tertiaire, avec par exemple un bâtiment de bureau, un bâtiment à usage mixte avec une partie industrie et des bureaux tertiaires. Et également, elle s'applique si il y a plusieurs bâtiments tertiaires sur une même unité foncière. Donc ça, c'est important. Et ce décret, en fait, il y a deux obligations. Donc, tout d'abord, une obligation de suivi, donc de déclaration, en fait, tous les ans à partir de cette année au 30 septembre, l'obligation de venir déclarer sur la plateforme web prévue à cet effet par l'État, donc Opérate, toutes les consommations énergétiques. Donc, on verra par la suite un peu comment se présente Opérate, quel type de consommation, ce qu'il faut vraiment récolter, collecter comme données. Donc, ça, c'est le premier volet. Et ensuite, il y a une deuxième obligation qui est donc l'obligation de réduction dont on parlait tout à l'heure, de réduction des consommations énergétiques. Donc, pour ça, on a deux solutions. Soit on identifie une année de référence entre 2010 et 2020. Bon, il y a des exceptions par rapport à ça, mais à cause du Covid, les années 2020 et 2021 ne peuvent pas vraiment être prises en compte parce qu'elles sont pas... Enfin, elles témoignent pas vraiment d'une activité réelle comme il y a pu y avoir sur les années précédentes. Donc, on va choisir une année pleine d'exploitation, en général en amont de tous travaux, pour être sûr voilà, que ce soit une année l'année qui consomme le plus. Et on va calculer à partir de ça, donc 40% de réduction, 50% et 60% pour voir les objectifs à atteindre 2030, 2040, 2050. Et on peut également choisir donc d'atteindre un objectif en valeur absolue. Donc voilà, donc c'est pour ça que les fameux arrêtés sont très importants parce qu'ils nous donnent en fait les valeurs à atteindre pour chaque activité, sous-activité, pour chaque catégorie. Donc c'est vraiment des valeurs qui sont calculées en se basant sur les consommations d'un bâtiment neuf, justement, correspondant à chaque catégorie. Donc ensuite, au niveau donc, des obligations, et des contrôles. Donc, il y aura effectivement un contrôle justement justement du respect de l'atteinte du respect justement de ce décret. Donc, il y aura voilà donc le contrôle effectivement qu'on a bien déclaré ses consommations et qu'on a bien atteint les objectifs. Donc voilà, qui sera effectué au plus tard donc fin 2031, 2041 et 2051. Et donc il y a également l'obligation de justement afficher l'attestation numérique annuelle, donc qui sera générée par la plateforme dès lors qu'on procédera à la déclaration annuelle des consommations. Et elle devra vraiment être affichée dans le bâtiment à un endroit visible. Donc ça, c'est aussi important. C'est vraiment une communication justement qui doit être faite dans tout bâtiment. Et sinon, donc, il y a donc, différents types de sanctions. D'abord, ce qu'on appelle le name and shame, et ce dont en général les entreprises ont le plus peur. Donc ça sera justement l'affichage des entreprises ne respectant pas le décret tertiaire sur un site de l'État, donc qui n'existe pas encore. Voilà, donc si la mise en demeure envoyée est restée sans aucun effet. Il y aura également une sanction financière donc, qui concerne aussi bien le locataire et le propriétaire, car c'est effectivement une obligation conjointe, donc la sanction est également conjointe. Donc voilà, donc il y a également les 7 500 € et les 1 500 € d'amende si c'est une personne morale ou physique. Et également, donc, on n'en parle pas sur cette slide, mais il y a également la notation éco-énergie tertiaire. Donc, on attribuera une feuille tous les ans pour voir où on en est justement dans l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Et donc voilà, ça participera également à valoriser ou non le bâtiment, le bâtiment tertiaire dont il est question.
J'ai une petite question pour toi, Aubéry, posée par Monsieur Grimaud, concernant un plancher en bois qui serait monté sur un racking. Est-ce que c'est considéré comme surface de plancher, bien que ce soit pas une surface construite? Je suis pas sûre de savoir ce qu'est un racking En précis. tout cas, imagine une mezzanine qui soit montée, par exemple, en hauteur et qui fasse pas partie de la surface construite en béton, en fait. Bah, pour moi, à partir du moment où justement c'est fermé et où il y a au moins 1,80 m sous plafond, c'est considéré comme la surface de plancher et au moins c'est considéré comme la surface de consommation. Il faudra prévoir justement dans les cas particuliers, c'est vraiment au cas par cas pour le coup. Donc je pourrais me Et une seconde question qui est posée sur les surfaces, pareil, est-ce que les surfaces communes sont prises en compte? Oui, alors ça justement, on en reparlera ensuite. C'est vraiment, enfin, en général, c'est le propriétaire qui a cette information, mais oui, les surfaces communes sont également à déclarer. On en parlera par la suite. Alors, concernant toujours les surfaces, certains parmi vous pourraient se poser la question de savoir si ils sont oui ou non soumis aux dispositions du décret tertiaire pour leurs locaux de moins de 1000 m². Eh bien, les locaux de moins de 1000 m² qui ne se trouvent pas dans un bâtiment tertiaire de plus de 1000 m². Il faut faire une distinction entre ceux qui sont dans des bâtiments de plus de 1000 m² et ceux qui sont dans des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Alors, concernant la première hypothèse, sachez que les locaux tertiaires de moins de 1000 m² qui ne se situent pas dans un ensemble immobilier tertiaire d'une surface égale ou supérieure à 1000 m² ne sont pas soumis aux obligations issues du décret tertiaire. Concernant les locaux de moins de 1000 m² qui se trouvent dans un bâtiment tertiaire de plus de 1000 m², eh bien, la réponse se trouve dans les dispositions de l'article R 174-22 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que l'assujettissement aux obligations du décret tertiaire dépend de la surface de plancher tertiaire du bâtiment. Et comme vient de vous l'indiquer Aubéry, c'est soit l'ensemble des bâtiments ou de l'unité foncière. Donc, dès qu'un bâtiment ou un ensemble de bâtiments est situé sur une même unité foncière ou sur un même site qui héberge des activités tertiaires, sur une surface de plancher cumulée supérieure à 1000 m², ils sont soumis aux obligations de réduction. Donc, peu importe la surface des locaux loués. C'est la surface de plancher totale du bâtiment qui doit être prise en compte pour savoir si vous êtes assujetti aux obligations. Donc ensuite, on va plus détailler la déclaration opérate, les différentes étapes, la collecte des données. Donc, on a résumé tout ça avec ce chemin qui, en fait, nous donne les bonnes étapes pour justement cette année 2022, qui est un peu spéciale parce que, voilà, on le sait qu'il y a des arrêtés qui sont encore à apparaître. Mais on a essayé, en fait, de résumer au mieux ce qu'on vous conseille de faire au niveau des bonnes pratiques pour aborder sereinement la première déclaration. Donc, tout d'abord, début 2022, c'est vrai que la plateforme Opérate est désormais opérationnelle. Enfin, il y a des fonctionnalités qui sont sorties, qui fonctionnent très bien. Donc, on peut déjà un peu prendre la main, voir un peu ce qui se passe, commencer à créer justement son compte sur Opérate. Mais en amont de ça, donc c'est bien de commencer à lister donc toutes les structures, les établissements et les EFA, donc entités fonctionnelles assujetties, parce qu'on va également déclarer par EFA, donc c'est important de le savoir. Ensuite, donc ce qui est bien, c'est de définir un objectif global et une stratégie de déclaration. Donc voir un peu qui déclare quoi en fonction justement de si on est locataire, propriétaire, comment ça se passe justement, comment on répartit les responsabilités. Donc ça, on verra ensuite comment justement y voir plus clair. Et ensuite, en fonction de la stratégie qui aura été établie, c'est bien que chacune des parties, du coup, liste toutes les données qu'elle aura collectées de son côté dans le patrimoine immobilier et également choisir un mode de transmission, donc soit via IHM, donc à la main, ou soit justement par fichier CSV, ce qui est quand même très pratique quand on a un site avec plusieurs bâtiments, sinon ça peut vite devenir chronophage et compliqué. Ensuite, donc toujours au courant du premier semestre, c'est aussi bien de se doter justement d'un outil et de vraiment procéder à la collecte des données qui seront demandées justement
Voilà, et également, cet outil peut permettre de sauvegarder les justificatifs, comme quand on a bien fait la déclaration, et également d'exporter justement les consommations sur une période donnée. Donc ça, c'est en partie ce que fait Citron. Également, donc, calculer les années de référence. Si on a effectivement choisi d'atteindre l'objectif en valeur relative, pour justement identifier donc, cette année de référence sur laquelle on va se baser pour ensuite calculer les objectifs 2030, 2040, 2050. Et enfin, donc, collecter les informations patrimoniales et administratives qui sont également à déclarer sur Opérate. Et ensuite, jusqu'au 30 septembre, donc une fois qu'on a bien collecté toutes ces données, là, il faut vraiment déclarer. Donc, déclarer à la fois donc, toutes les structures, déclarer toutes les EFA, les consommations, ainsi que les indicateurs d'intensité d'usage. Donc, tout d'abord, quand on vient créer une structure ou un établissement, donc ce soit par IHM, encore une fois, ou CSV, il y a certaines informations requises, notamment le numéro de SIRET, donc de chaque structure, chaque établissement, le numéro de sirène, l'adresse évidemment, la nature de la structure. On va vous montrer un peu après à quoi ça ressemble dans Opérate, mais il faut d'abord avoir effectivement toutes ces données déjà prêtes. Et ensuite, pour déclarer les EFA, là, on va vraiment avoir besoin donc, du cadre de reporting correspondant, donc des cas d'assujettissement, des dates de début de la période de déclaration, donc voilà, quand est-ce que, voilà, la période qu'on aura identifiée pour faire la première déclaration. Toutes les informations de l'EFA, les informations également donc, concernant le propriétaire, l'occupant, le syndic, et également l'IUB, ce qui est très important, donc, qui est composé de 5 éléments. Donc numéro de parcelle, préfixe, section, dénomination et numéro de lot. En général, donc, notamment le numéro de lot, c'est le propriétaire qui l'a en sa connaissance, qui doit du coup le transmettre au locataire si le locataire il y a, afin de pouvoir déclarer correctement l'EFA. Donc voilà, ça ressemble là, c'est vraiment un screen de la plateforme Opérate. Il faut savoir qu'on a la possibilité donc, de mandater un tiers pour pouvoir faire justement les déclarations à la place justement du locataire ou du propriétaire. Donc pour ça, il faut signer un mandat. Et sur Opérate, ensuite, nous, si on a été mandaté, on peut justement préciser ça et préciser qu'on accède à Opérate en tant que prestataire mandaté et non pas en tant que propriétaire ou que locataire. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et le mandat est d'ores et déjà disponible sur la plateforme. Donc, ensuite, voilà, je parlais justement de l'IUB. Donc l'IUB, il sera créé donc, à partir de ces 5 éléments et notamment la parcelle cadastrale. Donc voilà, tout a un peu été pensé aussi pour justement qu'on puisse trouver assez facilement cette IUB, on va dire, puisque du coup, on a accès direct à Géoportail qui va permettre d'identifier donc, le numéro de parcelle directement sur la plateforme. Donc, ça simplifie quand même les choses. Et ensuite, voilà, donc une fois qu'on aura déclaré, créé donc, les structures, les établissements, l'EFA, on va vraiment pouvoir déclarer les activités justement de ces surfaces et donc les catégories, les sous-catégories. Donc là, par exemple, la catégorie, c'est bureau service public. Donc ça, les valeurs absolues sont déjà sorties. Et donc, les sous-catégories, ça va être de l'open space. Donc ici, on a bureau standard, flex office. Donc, on vient préciser la surface de plancher qui correspond à chaque sous-catégorie, avec à chaque fois donc, le début de l'activité, la fin de l'activité. Donc c'est la fin, le début et la fin de la période qu'on va déclarer. S'il y a du chauffage, du refroidissement. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et ensuite, donc, pour tout ce qui concerne les consommations, donc là, il y a effectivement donc, plus de données à collecter. Et donc, ça peut également toujours se faire donc, soit par IHM ou par CSV. Donc, il nous faut donc, effectivement donc, l'identifiant, donc tout ce qui concerne l'EFA, toutes les catégories qu'on a vues précédemment, donc activité, sous-activité et superficie à chaque fois qui correspond à chacune de ces sous-catégories. Donc, les dates de début et de fin, toutes les consommations imputables à l'EFA. Et justement, là, on vient distinguer les parties privatives, les parties réparties, donc les consommations réparties et les consommations communes. Donc, les consommations communes, ça va être tout ce qui concerne, donc on en parlait un peu brièvement avant, les espaces communs, donc les halls d'entrée, les escaliers, par exemple, donc tout ce qui n'est pas justement, tout ce qui n'est pas loué directement par le locataire au sein de, voilà, et tout ce qui concerne, enfin, en général, c'est le propriétaire qui a ces informations-là. Et les consommations réparties, ça va être par exemple le chauffage, donc s'il est collectif et si voilà, il est
Donc voilà, donc il est pas justement, enfin, il y a qu'un seul chauffage donc pour tout l'immeuble. Il faut également venir donc distinguer donc les surfaces chauffées, froid process s'il y en a, donc voilà, ça peut arriver. Et l'amplitude horaire et le taux d'occupation également, donc par type de sous-activité. Donc c'est assez précis, donc il faut avoir toutes ces informations-là sous la main. Aubéry, il y avait une question sur les surfaces communes. Est-ce que c'est la quote-part qu'on déclare ou c'est la totalité des espaces communs? Est-ce que ce sont les tantièmes Ouais, c'est ça. sur lesquels vous êtes redevables? Bah là, on peut le voir justement sur cette partie-là. Donc, c'est toute la déclaration des consommations par énergie. Et on a les consommations individuelles, ensuite réparties et ensuite communes. Donc, justement, ça va être finalement en fonction de la surface qui est louée par le locataire. Donc, il y aura, voilà, ça va être le propriétaire justement qui va détenir en général ces informations-là et qui va le répartir ensuite. Et ce sera approuvé ensuite par le locataire qui acceptera donc cette répartition au niveau des consommations communes des consommations des espaces communs et des consommations réparties. Merci Aubéry. Donc nous, notre métier, en fait, c'est vous assister. Vous avez bien compris dans la démarche, en tout cas, on a un peu de mois devant nous. Tu parlais du premier semestre, en tout cas, pour se préparer. On y arrive bientôt puisqu'on est le 1er juin demain. Et notre métier, en fait, c'est vous assister dans cette démarche. La première chose qui est importante, c'est d'identifier tous vos sites. Ça paraît quelque chose d'évident, mais on a beaucoup de clients, on en parle avec eux. Et donc, la première chose, c'est de pouvoir identifier en tout cas tous les sites que vous pouvez avoir. La seconde, c'est pour chacun des sites que vous avez recensés, d'avoir toutes les informations qui sont importantes, en tout cas pour vous permettre de faire ce déclaratif. Comme le disait Aubéry tout à l'heure, il y a deux façons, soit la plateforme Opérate, soit par la production en fait, d'un fichier qui va permettre d'alimenter automatiquement cette plateforme. Et c'est l'option sur laquelle nous avons travaillé. Et donc là, vous allez retrouver différentes choses, en tout cas qui sont importantes, c'est d'avoir les SIRET, en tout cas à la fois de l'exploitant et du bailleur, puisque c'est des informations qui vont être nécessaires lors de la déclarative que vous avez. Donc là, notamment pour le site que je vous montre ici, j'ai le bail avec les dates du bail et notamment le bailleur avec toutes les informations relatives à ce bailleur. Ensuite, pour ces informations que vous avez ici, ça va nous permettre, j'ai peut-être une chose que je n'ai pas identifiée également, que je n'ai pas montrée, c'est l'histoire des surfaces. Donc, une des questions qui est posée relativement et qu'on retrouve dans la chatroom, c'est par rapport à la surface tertiaire globale supérieure à 1000 m². Donc, c'est une chose que vous n'avez pas forcément comme information au départ. Vous savez quelle est la surface que vous avez louée au bailleur, mais en revanche, savoir quelle est la surface totale tertiaire, c'est une chose dont le propriétaire peut vous fournir l'information. Ensuite, l'objectif, c'est que via tout ceci, trouver les sites qui sont éligibles au décret tertiaire, dont la surface globale, on a parlé des différents éléments en tout cas, qui vont permettre d'identifier par rapport à l'ensemble des sites que vous exploitez, ceux qui sont redevables et sur lesquels vous allez devoir faire des déclaratifs chaque année. L'étape suivante, en tout cas, c'est par rapport à votre bailleur. Donc, vous allez retrouver tous les bailleurs concernés. En tout cas, vous avez une démarche à faire vis-à-vis de bailleur. Et je pense que Stéphane reviendra dessus sur le courrier que vous pouvez établir avec lui pour établir qui, dans cette démarche, va réaliser en tout cas les déclaratifs, que ce soit le bailleur ou le preneur, le cas échéant. Et ensuite, vous êtes obligé d'enrichir vos données déclaratives, en tout cas pour les préparer. Je vous parle de la surface tertiaire supérieure à 1000 m², mais également tous les éléments, les cas d'assujettissement que vous avez, ce dont parlait tout à l'heure Aubéry, notamment concernant le chauffage, le froid et les typologies en tout cas d'énergétique que vous utilisez. Les informations au niveau cadastral, donc vous retrouvez ici les IUB, notamment la parcelle, l'eau, qui vont vous servir à faire votre premier déclaratif, en tout cas, de l'EFA dans un premier temps. Et le second temps, en tout cas, de l'information, c'est que ces informations que vous retrouvez ici vont vous permettre en fait de générer de façon automatisée le fichier CSV, en tout cas, qui vous sert pour le premier déclaratif, donc le déclaratif EFA, une fois que vous avez en fait vos identifiants en place. Et on termine en tout cas par tout ce qui est consommation. En tout cas, Synergie permet de stocker toutes les données énergétiques. On se connecte directement avec Citron, en tout cas pour récupérer soit les audits que récupère Citron, soit via une saisie manuelle, en tout cas de l'information. Et on va pouvoir identifier en tout cas l'année de référence pour pouvoir transmettre en tout cas de façon automatisée toutes vos données de consommation, en tout cas par typologie, que ce soit tous les types de fluides et par PDL en tout cas que vous avez en place au niveau de chacun de vos établissements.
Donc là, on va vraiment justement rentrer dans la partie ce qui concerne donc les relations très importantes entre le bailleur et le preneur à bail. Alors, chez Citron, pour justement avoir une vision claire des responsabilités de chacun et du partage des tâches dans le décret tertiaire, on aime bien utiliser un RACI, donc une maquette RACI. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. C'est assez pratique puisque voilà, en fait, ça permet d'attribuer des rôles, donc le rôle de réalisateur, de consultant, d'approbateur et d'informateur. Donc ça, c'est pas une vérité absolue. Nous, en fait, on fait ça un peu au cas par cas pour tous les clients. Ça permet justement, nous, on conseille justement de pouvoir de procéder de la sorte pour que justement tout le monde, chacun fasse justement les déclarations par rapport aux données qu'il a en sa possession. Donc, on a répertorié 4 cas différents. Donc, je vais les passer en revue rapidement. Mais là, on a la multi-occupation avec compteur individuel. Ici, avec un seul PDL. Donc, toujours la multi-occupation, mais avec un PDL unique. Et après, ça va aller plus rapidement, mais le cas du locataire unique et le cas du propriétaire occupant, donc qui est là le plus simple, évidemment. Parce qu'il n'y a pas de partage, pour le coup, de responsabilité. Donc, si on revient sur ce premier cas, donc on peut effectivement voir qu'il y a 3 locataires donc, qui sont symbolisés par les 3 couleurs, donc l'étage rose, l'étage vert, l'étage bleu, avec chacun donc, un compteur. Donc, toutes les consommations individuelles, voilà, c'est effectivement plus simple. Et on a également donc, la partie commune, donc le hall d'entrée notamment, et les consommations réparties, comme par exemple le chauffage, comme on le disait précédemment. Donc là, en fait, donc il suffit de se placer sur la colonne qui nous correspond, donc locataire, propriétaire, syndic, PM, et le prestataire, donc la personne justement qu'on mandate si c'est le cas. Voilà, et donc ça permet justement de pouvoir voir qui est réalisateur et dans quel cas. Donc par exemple, si on prend un exemple, la première ligne, donc collecte des surfaces des bâtiments. Donc, c'est le propriétaire ici qui, justement, normalement, a à sa connaissance la superficie, par exemple, totale du bâtiment. Donc, par exemple, voilà, s'il y a plusieurs locataires, les locataires ne sont pas forcément au courant de la superficie totale du site et ne sont pas forcément au courant non plus de la superficie totale, justement, des surfaces tertiaires d'un bâtiment. Donc là, ça va vraiment être donc, au propriétaire d'avoir cette donnée et de la communiquer ensuite aux locataires afin qu'ils puissent justement déterminer leur périmètre assujetti. Ensuite, donc voilà, le propriétaire, il va avoir donc 2 responsabilités assez qui se ressemblent. Donc tout d'abord, donc cette collecte de surface des bâtiments et également la collecte des données surfaciques donc concernant les IRVE, donc les bornes de recharge de véhicules électriques. Voilà, et également donc des entités fonctionnelles assujetties. Tandis que le locataire, donc il va effectivement avoir des responsabilités concernant donc son entreprise, son EFA, donc voilà, dans la collecte des données juridiques, administratives. Donc c'est vraiment lui qui va être chargé de collecter tout ça pour son compte. Et ensuite, donc, le prestataire qui est mandaté, lui, va pouvoir, en fait, grâce au mandat, procéder à toutes les créations de comptes, les déclarations des EFA et également les collectes des données de consommation. Voilà, donc s'il y a accès, et également donc va pouvoir déclarer toutes les consommations réparties, les communes et individuelles, donc toujours sur le contrôle donc du propriétaire et du locataire, donc qui sera approbateur, voilà, ou juste informé, car il n'a pas d'intérêt spécial à être approbateur sur justement ces déclarations-là. Donc là, on se retrouve dans le cas donc, du PDL unique. Donc voilà, ce qui va changer principalement, ça va être donc pour les consommations réparties, les consommations communes et les consommations individuelles. Donc c'est toujours Citron, ou le prestataire mandaté qui va pouvoir se livrer aux déclarations. Mais donc voilà, sous le contrôle du propriétaire qui lui aura justement ces données concernant les consommations communes, réparties et également individuelles. Donc voilà, donc, Citron pourra justement, avec l'aide du propriétaire, définir tout ça et le locataire ensuite approuvera donc la répartition de ses consommations. Et donc, aura évidemment donc son mot à dire par rapport à la déclaration de ses consommations qui sera faite.
Ensuite, donc, le cas du locataire unique. Donc voilà, là, c'est effectivement, c'est C'est plus simple. plus simple. Il n'y a pas de partage entre différents locataires, mais voilà, donc il y a à peu près toujours les mêmes responsabilités entre le propriétaire et le locataire. Donc le propriétaire qui va encore une fois collecter toutes les surfaces, qui va voilà, déterminer la surface tertiaire totale du bâtiment qu'il loue. Voilà, qui va également donc toujours collecter les données surfaciques et IRVE des différentes entités fonctionnelles assujetties. Le locataire qui va lui donc collecter toutes les données qui lui sont propres à son EFA, qui sont propres à son entreprise. Et ensuite, voilà, le mandataire qui pourra déclarer les types de consommation et créer les comptes donc sous le contrôle du locataire et du propriétaire. Bien, il y a un autre cas qui est proposé ici, c'est-à-dire il y a un pédale unique avec une partie tertiaire et une partie industrielle. Oui. Et donc, comment fait-on dans ce cas-là? Comment prend-on la quote-part? Il y a des questions autour de comment s'organise-t-on dans le cas d'un site qui est à la fois tertiaire et industriel? Il est recommandé effectivement de mettre en place du coup des sous-comptages pour identifier au mieux tout ça. Après, tout dépend de la part justement de tertiaire dans justement la part totale. Parce que si c'est juste quelques bureaux, mais que c'est une usine énorme, par exemple, ça sera toujours un peu dérisoire par rapport à tout ça. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment des cas qui sont propres justement à chaque cas de figure. Mais donc, on conseille quand même de mettre en place un sous-comptage. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour identifier justement la zone tertiaire de la zone qui ne l'est pas. Merci. Donc, le cas du propriétaire occupant, donc là, voilà, il n'y a pas de partage des tâches du tout. Ça va vraiment se faire justement entre justement la personne qui est mandatée, l'entreprise mandatée et le propriétaire occupant. Donc là, voilà, il n'y a pas vraiment de surprise et c'est effectivement le cas le plus simple. Je vais m'attarder sur ce cas-là parce que voilà, là, c'était en fait les 4 cas de figure les plus courants qu'on a traités chez Citron. Donc c'était voilà pour faire donner un rapide aperçu de ce qu'on pouvait faire et justement de l'outil qu'on utilisait pour avoir justement une vision claire des responsabilités de chacun dans le cadre de la déclaration. Oui, donc merci Aubéry. Donc vous l'avez compris, les informations à obtenir, à collecter sont importantes et la question du qui fait quoi dans le cadre des déclarations est également importante. Et donc ces informations, ces déclarations ne seront pas sans incidence sur le plan financier. Et donc il convient de se poser la question de la répartition des coûts. Qui supporte quoi? Alors, quelques rappels pour ceux qui se posent la question des coûts. Le droit des baux commerciaux organise depuis 2014, depuis la fameuse loi Pinel, la répartition des coûts à l'article L145-40 du Code de commerce. Et donc, il convient de mettre en place dans les baux, et vous le savez, un inventaire qui organise, qui répartit les catégories de charges entre le bailleur et le locataire. Et cet inventaire, normalement, je dis normalement, il doit être précis et limitatif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur. Et dans un ensemble comportant plusieurs locataires, eh bien, la répartition entre les différents locataires est fonction de la surface exploitée. Pour mémoire, l'article R145-35 du Code de commerce liste les charges qui ne peuvent pas être récupérées par le bailleur auprès de ses locataires. Ce sont notamment les gros travaux ou grosses réparations de l'article 606 du Code civil, les impôts, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur, et les honoraires du bailleur liés à la gestion du loyer, à ne pas confondre avec les honoraires du bailleur liés au service administratif ou technique. Donc, le droit des baux commerciaux invite les parties à négocier la répartition des charges correspondantes. Et bien que la loi ait organisé la répartition en 2014, le bail reste la loi des parties. Donc, et vous le savez, il importe de négocier. Et dans la pratique, les inventaires récapitulant les charges refacturables sont devenus très importants
et ne sont pas tout à fait limitatifs, contrairement à l'esprit de la loi. Seules les charges réelles, et c'est ce que vous devez retenir, liées au bail et à votre emplacement, doivent normalement être énumérées, et seules ces charges listées sont refacturables. Alors, qu'en est-il avec le décret tertiaire? Eh bien, le décret tertiaire, il invite également les parties à négocier. L'article R185-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui est l'article qui prévoit la sanction applicable en cas de manquement, ne tranche pas la question de la répartition bailleur-preneur. Il est visé dans cet article l'expression « le cas échéant par le preneur ». Autrement dit, dans l'esprit du législateur, il est sous-entendu dans le cas où l'obligation aurait été transférée au preneur. C'est donc aux parties, qui sont toutes les deux assujetties, d'organiser dans le contrat de bail la répartition. L'article R174-22 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les assujettis sont les bailleurs et, le cas échéant, les preneurs à bail. Alors, on pourrait se poser la question de savoir si la déclaration par le preneur est supplétive en cas de défaillance du bailleur. On pourrait se poser la question de savoir si c'est alternatif. Est-ce que c'est le bailleur qui doit déclarer ou est-ce que c'est le preneur? Est-ce cumulatif? Nous ne le savons pas. Ce n'est pas exprimé par le texte. Et donc, par précaution, et c'est notre recommandation, il convient de retenir que dans le cas d'un local donné à bail, les assujettis sont le propriétaire et le preneur. Pour autant, évidemment, et Aubéry vous l'a expliqué, ça ne veut pas dire qu'il faille déclarer deux fois. Il y avait une question peut-être, Stéphane, sur le sujet de la location-gérance, de savoir qui était le déclarant. Est-ce que c'est le locataire occupant des locaux ou l'exploitant qu'on utilise dans le SIRET? Le locataire gérant, il est propriétaire du fonds de commerce, mais il n'est pas titulaire du bail. Donc, le titulaire du bail, c'est le locataire. Ça ne veut pas dire qu'il ne devra pas se rapprocher de son locataire, du locataire principal titulaire du bail pour ne pas organiser la déclaration, parce qu'il est fort probable que le preneur ait besoin des éléments d'information de son locataire gérant pour procéder à la déclaration opérate. La répartition donc, entre le propriétaire et le preneur n'est pas traitée dans les textes. L'article R174-28 précise que la déclaration annuelle est faite par le propriétaire ou le preneur. L'article R174-28 nous précise que le preneur peut déléguer la transmission de ses consommations d'énergie au propriétaire. Et donc, dans les faits et dans la réalité, c'est très probablement la façon dont ça va se passer. Donc, à défaut de répartition prévue dans le bail, eh bien, le preneur doit déclarer toutes les consommations dont il a connaissance. Les consommations propres à son local, Aubéry vous l'a précisé, les consommations réparties dont il bénéficie et les consommations des espaces communs. Et le preneur, quant à lui, déclare les consommations des espaces dont il assure la jouissance. L'article R174-28 prévoit la possibilité pour les assujettis de déléguer la transmission de leur consommation d'énergie. Aubéry vous l'a expliqué. Donc, vous pouvez déléguer à un prestataire les déclarations. Et c'est l'arrêté du 10 avril 2020 qui prévoit un profil mandataire sur la plateforme numérique. Vous l'avez vu précédemment dans l'un des slides qui vous a été présenté. Donc, un locataire peut déléguer ses obligations, soit à son bailleur, soit à un prestataire externe qui pourrait d'ailleurs être désigné par le bailleur d'une façon commune. Mais en cas de délégation, l'assujetti reste lui-même responsable. Donc, soyez très vigilants. Et si le bailleur accepte la délégation, elle sera évidemment elle fera l'objet évidemment d'une refacturation de charges. Donc c'est là où il est essentiel d'être vigilant et nous recommandons que cela fasse l'objet d'un accord.
donc soit dans le bail, soit dans le cadre d'un avenant. Et donc, notre recommandation, c'est la suivante. Il convient de se rapprocher de son bailleur pour mettre en place un document contractuel et prévenir ainsi tout litige ou tout différend sur le qui fait quoi et surtout sur le coût des charges liées aux déclarations. Sachez que la dernière phrase de l'article L145-40-2 du Code de commerce prévoit qu'en cours de bail, le bailleur est censé informer le locataire des charges nouvelles. Alors, c'est intéressant parce que, vous l'avez compris, les nouvelles charges induites et générées par le décret tertiaire n'ont probablement pas été prévues dans le bail que vous avez signé. Et donc, la question se pose de savoir si cette nouvelle charge peut vous être facturée par votre bailleur. Alors, dès lors que cette obligation d'information est prévue par ce texte, L145-40 du Code de commerce, qui est prévu, qui a été prévu par la loi Pinel de 2014, eh bien, on peut penser que les nouvelles charges liées au décret tertiaire seront refacturables aux preneurs, et ceci bien qu'en la matière, et je vous l'ai expliqué en introduction, bien que normalement l'inventaire des charges doit être précis et limitatif. Donc, soyez vigilants, car les risques de contentieux sont importants. Et l'interprétation que je viens de vous livrer, selon laquelle les charges seraient refacturables, a à mon sens des limites. Le juge, en la matière, est très précis et interprète strictement les clauses charges. Et donc, le juge pourrait considérer que des charges induites et liées aux déclarations du décret tertiaire ne sont pas refacturables. Il est donc recommandé, pour éviter tout litige et prévenir tout différend entre les parties, eh bien, de mettre en place un accord spécifique pour traiter dans le bail ou par un acte séparé les charges liées au décret tertiaire. Quels sont les réflexes que vous devez avoir lorsque vous négociez un nouveau bail? Eh bien, il convient évidemment d'échanger, de bien communiquer avec son bailleur. Il convient, à mon sens, de définir au bail la liste des charges travaux liées au décret tertiaire et la liste des charges à entreprendre pour réduire la consommation d'énergie. Il convient évidemment de se concerter pendant toute la vie du bail, quitte à mettre en place des clauses rencontres régulières dans le but de réduire les consommations d'énergie et de remplir les objectifs du décret tertiaire. Vous pourriez aussi, dans votre bail ou dans le cadre de l'avenant au bail que je vous ai recommandé de mettre en place, eh bien, de définir les modalités de déclaration annuelle, par exemple, en fixant un délai pour que le preneur déclare ses consommations ou communique à son bailleur les informations nécessaires pour procéder à la fameuse déclaration. En cas de carence, le bailleur pourrait par exemple, proposer de déclarer lui-même les éléments d'information. Vous pourriez aussi, dans le bail, organiser un mandat permettant au bailleur de récupérer les consommations auprès des fournisseurs, et ceci pour que les parties ne soient pas mis en faute et sanctionnées. L'objectif du décret tertiaire, bien entendu, pour vous, les entreprises, c'est de ne pas vous retrouver, comme l'expliquait Aubéry un peu plus tôt, listé, pointé du doigt, et ne pas vous retrouver sur la liste name and shame. Donc, vous l'avez compris, le système est un système à l'américaine, à l'anglo-saxonne. Il convient évidemment de prendre les bonnes mesures pour ne pas nuire à votre réputation.
Il y a une question, Stéphane, sur la pénalité de 7 500 €. Savoir le fait de le payer, est-ce que ça te dispense pour une période de plusieurs années ou on peut avoir les 7 500 € chaque année d'amende? Alors, sauf erreur, c'est une sanction qui est annuelle, liée à l'absence de déclaration qui n'aurait pas été faite dans les délais au 30 septembre de l'année considérée. Donc oui, la sanction pourrait être renouvelée tous les ans. Merci. On arrive à la conclusion. Ça fait 56 minutes dans ce webinaire. On arrive à la fin de la présentation. Il y aura peut-être quelques questions encore qu'on pourra prendre juste derrière. Mais ce qui est important, en tout cas en résumé de ce qu'on voulait vous dire, il y a un cadre juridique à bien respecter. Ça, on l'a vu. L'échange avec le bailleur notamment pour sécuriser en tout cas qui déclare et les coûts afférents, comment ils sont répartis entre le preneur et le bailleur. Il est important de se structurer. C'est pas quelque chose, c'est pas du one shot. Vous l'avez bien compris. C'est un premier déclaratif que l'on fait cette année sur Opera, mais qui va se suivre d'année en année avec des objectifs de réduction de coûts. Donc, il est important en tout cas d'avoir une démarche un petit peu industrielle pour pouvoir le produire de façon simple et de voir surtout l'évolution dans le temps. Donc, tout ce que vous faites en termes d'investissement, de relamping, de tout ce qui concerne en tout cas la réduction d'énergie, pouvoir bien le mesurer et le traquer dans le temps lié à vos équipements que vous pourriez avoir sur vos sites. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'automatiser cette production, en tout cas ce déclaratif, vis-à-vis de la plateforme Opera, donc vis-à-vis de l'ADEME. Voilà un petit peu, en résumé, un petit peu ce qu'on voulait vous dire lors de ce webinaire. Peut-être continuer avec quelques questions. Je pense qu'on a chopé quelques-unes au passage. Mais s'il y a d'autres questions sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, on a encore quelques minutes pour vous le faire si vous le souhaitez. Il y avait une question, en fait, oui, que j'ai vu passer tout à l'heure qui était intéressante. Je suis exploitant d'un ensemble tertiaire pour lequel ça fait qu'une seule unité, un seul PDL, mais en termes de cadastre, je suis sur plusieurs cadastres et même potentiellement sur plusieurs villes. Quelle est la granularité, ça peut être, pour déclarer en tout cas, quelle est la granularité la plus fine que l'on doit utiliser, Aubéry? Alors, en fait, ça va vraiment être à la maille de l'EFA. Donc, en fait, ça va être en fonction justement de tous les SIRET différents. Donc, j'imagine que du coup, il y aura plusieurs SIRET. Donc Il pourrait y avoir un seul SIRET, en fait. Dans la question qui était posée, il y avait un seul SIRET, un seul exploitant qui avait un ensemble tertiaire, mais qui avait plusieurs parcelles cadastrales. Bah, il me semble qu'à partir du moment où il y a plusieurs parcelles cadastrales, il y a forcément plusieurs SIRET. C'est le SIREN qui ne changera pas, mais le SIRET change en fonction de la parcelle cadastrale. Normalement. Donc, il y aura plusieurs EFA et plusieurs SIRET. Et donc, c'est une déclaration par numéro de SIRET au niveau de l'EFA. Ben, merci beaucoup. Il y a des questions sur l'historique. Là, je regardais la dernière qui était posée, sur l'historique des dernières consommations lorsqu'il y a plusieurs locataires. Donc, typiquement, il y a le locataire qui a changé. Vous êtes installé depuis peu. Comment fait-on pour récupérer les données de l'ancien locataire? Alors oui, il n'est pas du tout, enfin justement, ça, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là, dans le sens où on ne va pas justement demander à un nouveau locataire de récupérer tout ce qui concernait le prédécesseur. Donc voilà, en cas de déménagement, voilà, on n'a pas du tout à aller faire une fouille historique justement pour rechercher toutes les déclarations. Et en fait, on va déclarer sa première année pleine d'exploitation. Donc, ce n'est pas forcément du 1er janvier au 31 décembre, ça peut être c'est vraiment une année complète. Et voilà, donc ça peut aller du moment que c'est 12 mois consécutifs, c'est la première année qu'on pourra déclarer. Mais on ne nous demande pas de faire des recherches historiques au niveau des consommations des prédécesseurs. J'ai une question sur un producteur d'énergie solaire, c'est peut-être un petit peu sur un site tertiaire. Est-ce qu'il ne consomme pas d'énergie et en fait, est-ce qu'il doit s'enregistrer malgré tout sur la plateforme? Il faut voir si ces consommations-là sont prévues dans Opérate. Pour ma part, je sais pas vu. Non, j'ai pas vu ça. Mais je n'ai pas vu. Mais est-ce qu'il malgré tout, il faut s'enregistrer? Mais c'est intéressant, ouais. On pourrait se renseigner sur ce sujet. J'ai une question sur un panneau publicitaire qui fait partie d'un ensemble foncier, un truc vraiment particulier encore. Est-ce qu'elles sont à déclarer? Celle-là, je l'ai vue. Je ne sais pas si ça compte dans les consommations si c'est considéré comme justement une consommation dans l'espace tertiaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane.
Un panneau publicitaire, ouais, c'est vraiment un cas précis, mais on pourrait se renseigner encore une fois. J'ai pas vu ce cas dans le cadre du décret tertiaire, dans les textes en tout cas. Oui, est-ce qu'il s'agit d'un bien, d'un local au sens du Ouais. décret tertiaire? La question se pose sur le plan juridique. Une question par rapport à un nouveau bail, Stéphane. Et la prise à bail est au 1er juin 2022. Est-ce qu'il faut déclarer qu'à partir de septembre 2023? Je pense que oui, ça me semble. Alors moi, je pense que le bailleur sera soumis à la déclaration là, En tant que preneur, je n'aurai qu'à déclarer potentiellement qu'à partir de septembre 2023 pour l'année 2022 en fait. Oui, c'est ça. Donc il faut d'ores et déjà organiser là dans le bail que vous êtes en train de signer et de conclure la déclaration pour 2022. Il importe de vous assurer de ce que le propriétaire prendra en charge cette première déclaration. Il faut l'organiser. Il faut mettre ça tout de suite sur la table. De courte durée aussi. Est-ce qu'un bail de courte durée est concerné? Est-ce qu'il y a une durée minimum? En tout cas, si par exemple, je n'exploite par exemple que pendant 3-4 mois un local qui fait moins de 2000 m², mais dans un surface tertiaire de plus de 1000, est-ce que je dois déclarer? Alors, à ma connaissance, tous les baux sont concernés. D'ailleurs, le texte ne vise pas l'expression bail commercial, il est visé l'expression relation locative. Donc, quelle que soit la convention mise en place pour gérer la relation locative, il me semble que le preneur est concerné. Maintenant, là, la question qui est posée, Laurent, m'interroge parce que si la durée ou la période du contrat est inférieure à une année d'exercice, on pourrait se poser la question de la déclaration, effectivement. Et ça, Aubéry peut peut-être nous répondre. À ma connaissance, il faut au moins 1 an d'occupation. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on parle vraiment d'une année pleine d'exploitation, donc sur 12 mois consécutifs. Donc, il faut voilà. Donc, si le contrat dérogatoire au statut des baux commerciaux ou dit précaire est inférieur à une durée d'1 année, ce qui pourrait être le cas, un emplacement éphémère, par exemple, eh bien là, on pourrait penser que le preneur soit dispensé de la déclaration. En toute hypothèse, il doit organiser ce point avec son propriétaire et s'assurer que le propriétaire fera la déclaration. Eh bien, merci. Il est 12h05. Il n'y a plus de nouvelles questions. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on mette fin à ce webinaire. Il y avait des questions par rapport au partage des informations. Qu'est-ce qui est prévu, Aymen, à ce sujet? Exactement. Vous allez recevoir dans les 24 heures un lien qui vous permettra de voir le replay de ce webinaire. Et aussi, comme je le disais dans le chat, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu vous répondre, n'hésitez pas à nous les envoyer par email aux personnes concernées et on reviendra vers vous plus vite. Par ailleurs, j'ai aussi un historique des questions qui ont été posées durant ce webinaire. Donc, si les animateurs ont le temps d'y répondre, ils le feront avec grand plaisir. Tous vous remercie. En tout cas, merci de votre participation. Vous étiez très nombreux aujourd'hui sur ce webinaire. En tout cas, on espère que cette déclaration va bien se passer pour vous et que de vous retrouver en tout cas rapidement. N'hésitez pas à nous contacter. Très bonne journée à tous. Très bonne journée. Un grand merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.